Après avoir vécu 7 ans dans ma propre maison avec mon fils et sa femme, ils ont soudainement gagné 85 millions de dollars. Mais au lieu de me témoigner la moindre gratitude pour le toit que je leur avais offert, ce même jour, à midi, ma belle-fille a jeté toutes mes affaires par la fenêtre. On n'a plus besoin de ta charité. Va vivre dans une maison de retraite. Je suis restée là, dans le jardin, en vêtements sales, le cœur battant la chamade, et j'ai dit doucement, « As-tu vérifié à qui appartient le billet ?» Son sourire s'est effacé un instant, et cette simple question allait faire s'écrouler son monde parfait. Si vous m'écoutez, dites-moi d'où vous venez. Chaque commentaire permet à cette histoire de toucher un public plus large. Et si elle vous touche, merci de cliquer sur « J'aime ». Je m'appelle Dorothy Chambers, j'ai 63 ans et je suis veuve depuis près de 10 ans. Après la mort de mon mari Robert, cette maison à 2 étages dans la banlieue de Charleston, en Caroline du Sud, est devenue mon seul refuge. Puis, elle est devenue aussi la maison de mon fils Kevin et de sa femme Rachel, une femme magnifique, mais à la répartie cinglante. Il y a 7 ans, quand Kevin a perdu son emploi et que Rachel était enceinte, ils sont venus frapper à ma porte en plein orage d'automne. Ils étaient trempés et tremblants. Kevin portait une valise. Derrière lui, Rachel avait le maquillage coulé et les yeux rouges. « Maman, on a perdu notre appartement. Ma boîte a fermé. Le propriétaire veut payer tout de suite. On n'a pas les moyens. » J'ai ouvert la porte sans poser de questions et j'ai simplement dit « Entrez. Il y a de la place pour vous. » À partir de ce jour, nous avons vécu ensemble, 3 générations. La vie semblait paisible jusqu'à ce matin qui a tout changé. Ce matin-là, je me suis levée tôt comme d'habitude pour préparer le café et les crêpes pour les petits. Emma, 8 ans, et Noah, 5 ans. Mais au lieu d'entendre des petits pas descendre l'escalier, j'ai entendu un cri perçant qui a déchiré la maison. « Kevin, réveille-toi. Réveille-toi tout de suite. » La voix aiguë de Rachel résonnait, pleine d'excitation. J'ai posé la cafetière, le cœur battant la chamade. J'étais habituée aux sautes d'humeur de ma belle-fille, mais ce jour-là, c'était différent. C'était l'excitation, la panique, presque la folie. Les marches en bois tremblaient sous les pas de Kevin qui dévalait. Je suis restée en haut, retenant mon souffle. 1 minute de silence. Puis soudain, des cris ont éclaté. « C'est pas possible. Oh mon Dieu. C'est pas possible. On a gagné, Kevin. 85 millions. 85 millions de dollars. » J'ai baissé les yeux et j'ai vu Rachel, le billet de loterie à la main, tremblante d'excitation. Kevin la serrait dans ses bras, riant et répétant sans cesse « Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. » Ils sautaient de joie, les larmes aux yeux, sur leur jeune visage avide. Et moi, celle qui avait acheté ce billet la veille, avec les numéros que j'utilise depuis 20 ans, chacun correspondant à un anniversaire de famille, je suis restée figée. Mon cœur s'est serré, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il ne m'avait même pas demandé « Maman, c'est ton billet ». J'étais à mi-chemin des marches, prête à parler, quand Rachel s'est retournée, les yeux brillants comme si elle venait de découvrir un trésor caché. « On est riche, Kevin. Enfin, on n'aura plus besoin de vivre dans cette vieille maison. » Elle l'a dit et a embrassé le ticket comme un trésor. Je me suis arrêtée. Les mots « cette vieille maison » m'ont transpercée. La maison que Robert et moi avions construite avec chaque dollar économisé, chaque heure supplémentaire, chaque pot de peinture que nous avions appliqué nous-mêmes. J'aurais voulu dire que c'était moi qui avais acheté ce ticket à l'épicerie du coin, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai regardé Kevin, mon fils unique, espérant qu'il comprenne quelque chose. Mais il est resté là, immobile, laissant Rachel tout contrôler comme toujours. Le cœur lourd, je suis retournée dans ma petite chambre sous les combles. J'ai préparé du thé, mais mes mains tremblaient tellement que j'en ai renversé sur la table. Pour la première fois depuis des années, je me sentais étrangère chez moi. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu des voitures arriver. Des voisins curieux sont arrivés après avoir entendu parler de la famille qui avait gagné au loto. Rire, porte qui claque, verre qui teinte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Rachel frimer en agitant son ticket. Kevin était à côté d'elle, un sourire gêné aux lèvres. Vers midi, on a frappé fort à ma porte. Rachel était là, les bras croisés et les lèvres pincées. « Commence à faire tes valises. On déménage et on n'a pas besoin de poids mort avec nous. »
Je n'ai pas compris tout de suite. Poids mort, ai-je répété. Oui, on achète un manoir. Ça n'a aucun sens que tu viennes. À ton âge, tu devrais aller dans une maison de retraite. Ils prendront soin de toi là-bas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est ma maison, Rachel. C'était ma maison, Dorothy, a-t-elle dit en articulant lentement. Maintenant, on a une nouvelle vie et tu n'en fais pas partie. Puis elle a ouvert le placard en grand et a commencé à vider le placard. Des robes, la photo de mariage, un vase en céramique que j'avais fait quand j'étais jeune. Tout s'est fracassé dans le jardin en contrebas. Je suis restée là, silencieuse, tandis que les voisins se rassemblaient et chuchotaient. Kevin, les mains dans les poches, le visage pâle, se tenait sur le seuil, mais il n'est pas intervenu pour arrêter sa femme. « Rachel, arrête », a-t-il dit doucement. Mais elle n'a pas écouté. « On n'a plus besoin de faire la charité pour toi », a-t-elle crié, comme si elle voulait que tout le quartier l'entende. Ces mots m'ont transpercé comme un poignard. Je me suis baissée discrètement, j'ai ramassé le cadre brisé et j'ai essuyé la poussière avec ma manche. La vieille voisine d'en face s'est précipitée pour m'aider à ramasser les affaires, mais je l'ai arrêtée. « Merci, mais je peux m'en occuper. » J'ai ramassé ce qui était encore bon, quelques vêtements de rechange, une photo de mariage et une petite boîte contenant l'alliance de Robert. Quand un vieux taxi jaune s'est arrêté, je me suis levée et j'ai pris une grande inspiration. Je me suis tournée vers Kevin, mon fils, celui dont je croyais qu'il protégerait sa mère toute sa vie. « Tu ne vas rien dire ?» ai-je demandé, calme et ferme. Il a baissé les yeux. « Rachel est allée trop loin, maman. »« Non, Kevin, » dis-je. « C'est le choix que vous avez fait tous les deux. » Je me dirigeai vers le portail, puis m'arrêtai. Rachel se tenait là, les bras croisés, arborant toujours son sourire charmeur. Je la regardai droit dans les yeux. « As-tu vérifié le nom au dos du billet ?» Un instant, son sourire s'effaça. Une lueur de doute traversa son regard. Puis elle fit mine de s'en moquer. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Je ne répondis pas. J'ouvris la portière du taxi, mis ma valise dans le coffre et dis doucement au chauffeur, « N'importe où avec des chambres pas chères à proximité. » Tandis que la voiture démarrait, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Kevin était figé sur les marches. Les deux petits, les yeux rouges, étaient collés à la fenêtre de l'étage. Rachel se détourna, faisant semblant d'être au téléphone, mais je vis ses épaules se tendre. La chambre que j'avais louée se trouvait au-dessus d'un restaurant chinois. Elle pouvait à peine contenir un lit simple, une table en bois branlante et une fenêtre qui ne s'ouvrait pas. L'odeur d'huile de friture remontait du rez-de-chaussée et s'imprégnait dans mes cheveux et mes vêtements. Assise sur le bord du lit, j'ouvris mon sac et en sortis un papier plié en 4. Le ticket de caisse. Le nom de Dorothy Chambers, inscrit dans l'encadré de la signature, était encore parfaitement lisible. Je passai mon doigt dessus et entendis la voix de Robert à mon oreille. « Signe toujours, Dorothy. On peut tout oublier, mais une signature ne ment jamais. » Je souris légèrement. Dehors, la ville bourdonnait, mais dans cette petite pièce, une étrange paix régnait. Il pensait que j'avais perdu, mais en réalité, la partie ne faisait que commencer. Après l'enterrement de Robert, la maison était si silencieuse que j'entendais le tic-tac de l'horloge toute la nuit. Il me manquait. Son corps grand et mince, ses plaintes quand j'ajoutais du sel à la soupe, et son rire rauque chaque matin. Devenir veuve à 56 ans m'avait appris à parler moins et à conserver de petites habitudes pour sentir sa présence. Me verser 2 tasses de café chaque matin, arranger le fauteuil près de la cheminée. Parfois, il murmurait « Je vais bien, Robert ». Puis, un soir de février, sous une pluie battante, Kevin est arrivé. Trempé jusqu'aux os, il se tenait sur le perron, une valise à la main. Derrière lui, Rachel, le maquillage coulant et les yeux rougis, lui disait « Maman, on a perdu l'appartement. Ma boîte a fermé. Le propriétaire réclame le loyer tout de suite. On n'a pas les moyens. » Sans poser d'autres questions, j'ai ouvert la porte et hoché la tête. « Entrez. Il y a de la place pour vous. » Rachel m'a remercié d'une voix tremblante. Jeune et belle, elle savait comment susciter la compassion. Ce jour-là, j'étais persuadée d'avoir bien fait. Je n'aurais jamais imaginé que quelques mois se transformeraient en 7 ans. 7 ans à être leur domestique dans ma propre maison.
Au début, tout semblait aller bien. Je leur ai donné la grande chambre du rez-de-chaussée, celle que Robert adorait pour ses fenêtres orientées à l'est. Le soleil du matin est bon pour le bébé, leur ai-je dit. Kevin m'a serré la main et a souri. Merci, maman. Je te rembourserai bientôt. Mais ce « bientôt » n'est jamais arrivé. Après la naissance d'Emma, puis de Noah 2 ans plus tard, Rachel n'est pas retournée travailler. Kevin enchaînait les petits boulots. Certains mois, il ne ramenait rien à la maison. Je payais toutes les factures, les courses et l'assurance habitation avec ma pension d'enseignante et les quelques économies que Robert m'avait laissées. Je ne le regrettais pas. Je croyais que l'amour familial finissait toujours par compenser. Que lorsqu'ils auraient une situation stable, ils m'aideraient à leur tour. Je me souvenais des paroles de Robert avant de mourir. Si tu le peux, ne laisse pas notre enfant connaître la faim, Dorothy. Alors, je faisais tout pour que la maison reste chaude. Le matin, je me levais à 5 heures, je préparais le petit déjeuner pour tout le monde, le déjeuner de Kevin et j'emmenais Emma à la maternelle. L'après-midi, je faisais la lessive, je cuisinais et je berçais Noah. Tout fonctionnait comme une horloge que je remontais de mes propres mains. Puis un jour, Rachel m'a dit « Maman, j'ai besoin d'un endroit calme pour travailler. Mon ancienne entreprise me permet de faire du consulting à domicile. Tu pourrais peut-être aller au grenier. Je transformerai ta chambre en bureau. » J'ai hésité. Le grenier servait de débarras, avec un plafond bas et une chaleur étouffante en été. Mais elle l'a dit d'un ton doux. « C'est plus tranquille là-haut. Tu peux te reposer sans que les enfants fassent du bruit. » J'ai esquissé un sourire. « Si ça peut te faire du bien, fais-le. » J'ignorais que cette décision me reléguerait au dernier étage de ma propre maison et me ferait oublier mon rôle de mère. Dès lors, je suis officiellement devenue Miss Dorothy, à l'étage. Rachel a réorganisé la cuisine et tout étiqueté. Étagère du haut pour les enfants, étagère du bas pour les goûters de Kevin. Ce placard, c'est pour ton thé. Je n'ai rien dit, mais je me sentais comme une invitée. Cet hiver-là, elle a commencé à organiser des dîners entre adultes. Je continuais à cuisiner et à mettre la table. Mais au début du dîner, Rachel souriait et disait « Maman, je t'ai gardé une assiette dans la cuisine. Il faut qu'on parle travail. » Je sortais, fermais la porte de la cuisine et mangeais seule sous la lumière jaune. Du salon venaient des rires, des verres qui s'entrechoquaient et Rachel qui parlait comme si elle était chez elle. Je me répétais « Ce n'est pas grave. Ils sont jeunes. Ils ont leur vie. Je dois juste me taire. » Mais le silence, à la longue, devient un fardeau. Quand Emma a commencé à parler, Rachel lui a appris à m'appeler Mademoiselle Dorothy au lieu de grand-mère. « Grand-mère, ça fait bizarre, maman, » a-t-elle dit. « Mademoiselle Dorothy, c'est plus jeune et plus poli. » J'ai fait comme si de rien n'était, mais ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain. Le lendemain, j'ai préparé le biberon de ma petite fille comme si de rien n'était. La 3e année, Kevin est passé à un travail d'ingénieur à temps partiel. Je lui ai demandé combien il gagnait. Il a évité mon regard. « De quoi s'en sortir, maman ?» Je savais que ce n'était pas vrai, mais je n'ai pas insisté. Quand un enfant baisse les yeux, honteux, une mère choisit souvent de faire comme si de rien n'était. J'ai continué à payer l'électricité, l'eau, l'assurance maladie, et parfois même les frais de scolarité d'Emma. Je me disais que je pouvais gérer la situation tant qu'il s'en sortait. La 4e année, Rachel a commencé à imposer des règles. « Maman, pas de bonbons pour les enfants le soir. Maman, la maison doit être impeccable. On reçoit des invités. Maman, les serviettes se plient comme ça, pas comme avant. » Chaque détail semblait insignifiant, mais mis bout à bout, c'était comme 1000 coupures de papier. J'ai écouté. J'ai obéi. J'ai ravalé ma salive. Une fois, j'ai préparé le ragoût préféré de Robert. L'odeur embaumait la cuisine. Kevin inspira profondément. « Ça fait longtemps. » Rachel fronça les sourcils. « La viande rouge est pleine de cholestérol, Kevin. Tu ne veux pas mourir jeune comme ton père, n'est-ce pas ?» Le silence s'installa à table. Je baissai les yeux sur mon assiette et dis doucement. « Ton père mangeait ça jusqu'à 85 ans et il était encore en pleine forme. » Elle eut un sourire narquois. « Les temps étaient différents, maman. »
Après ce dîner, je compris. Dans cette maison, je n'avais plus le droit de cuisiner de mémoire. Kevin n'était pas insensible, juste faible. Quand je lui dis que Rachel allait trop loin, il soupira. Elle est sous pression, maman. Je suis absent toute la journée et elle est à la maison avec 2 enfants et elle s'occupe de tout. J'avais envie de dire quelque chose, mais je me retins. Parfois, j'entendais Rachel au téléphone avec des amis. Je vis chez ma belle-mère. C'est si dur. Elle se mêle de tout. À chaque fois, je me demandais de qui elle parlait, car je ne m'impliquais presque plus dans rien. Je faisais discrètement le ménage, la lessive et notais les dépenses dans un petit carnet. Je me souviens encore d'un matin de printemps. J'étendais le linge dans le jardin quand j'ai entendu Rachel dans la cuisine dire à Kevin: « Tu sais comment les gens nous voient? Un couple marié qui vit au crochet de sa vieille mère. Je veux un chez nous, mais maman paie l'assurance habitation ici. Vendre, ce n'est pas si simple. Alors, qu'elle lui cède la propriété. De toute façon, elle n'a pas besoin d'une grande maison. » Je me tenais derrière le rideau, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais parce que je réalisais que je leur avais trop donné, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils croient que tout ce qu'ils possédaient leur appartenait de droit. Cet été-là, j'ai commencé à tenir un journal. Chaque soir, j'ouvrais un vieux carnet en cuir. La première ligne était toujours la même: journée de patience. Je n'écrivais pas grand-chose d'autre, juste quelques mots. Rachel se plaignait des serviettes. Kevin avait oublié d'aller chercher Emma. Noah était malade. Je restais éveillée toute la nuit. De minuscules traits irréguliers, comme la trace de quelqu'un qui s'efface de sa propre vie. Malgré tout, une chose en moi ne s'est jamais éteinte, la tendresse. J'aimais Kevin, le garçon qui me portait sur son dos quand j'avais mal au dos. J'aimais les 2 petits qui riaient à chaque fois que je faisais des biscuits. J'aimais même Rachel, même si elle m'avait blessée. Peut-être parce que je croyais que les gens pouvaient changer. Qu'un jour ils comprendraient que j'avais tout fait par amour. Mais la patience a ses limites. Et ce qui l'a fait craquer, ce n'était pas une grosse dispute, juste une broutille. Si broutille que si je la racontais, on penserait que j'exagère. Pourtant, je me souviens parfaitement de cet après-midi. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre quand Rachel a prononcé une phrase qui a fait exploser ma patience. Le 10e anniversaire d'Emma était un beau jour d'avril. Le jardin embaumait les azalées. Je me souviens encore de ses yeux quand elle a pointé du doigt le panneau dans le magasin de sport. Un vélo turquoise avec un panier en osier blanc et des rubans brillants qui flottaient au vent. Mamie, si j'avais ce vélo, je ne serais plus jamais en retard à l'école. Elle souriait de toutes ses dents. J'ai souri aussi et j'ai hoché la tête intérieurement. Je connaissais le prix de ce vélo, 200 $, presque tout ce qui me restait de ma pension après avoir payé les factures du mois. J'y ai réfléchi longuement, puis j'ai finalement décidé de l'acheter. J'ai économisé le moindre sou, j'ai réduit mes dépenses au minimum pendant des semaines, j'ai même renoncé à mon lait d'amande préféré. Elle n'aura 10 ans qu'une fois, me disais-je. Et parfois, un simple cadeau suffit à donner un sens à l'enfance. 3 jours avant l'anniversaire d'Emma, je me suis discrètement rendue au magasin du centre-ville. Le vendeur, un jeune garçon aux cheveux bouclés, m'a aidé à choisir le vélo turquoise qu'elle adorait. J'ai demandé du papier cadeau argenté à motif de tournesol, fermé par un ruban blanc. Quand le papier a capté la lumière du soleil, j'ai souri, imaginant le visage radieux de ma petite fille. J'ai caché le vélo dans le garage et l'ai recouvert d'un vieux chiffon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, impatiente de voir le moment où Emma le découvrirait. Robert aurait souri s'il était encore là. Il disait souvent que parfois, le plus petit cadeau devient le plus beau souvenir. Je voulais lui offrir un tel souvenir. Le matin de son anniversaire, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai préparé des crêpes en forme de cœur, garnies de fraises et de crème fouettée. La cuisine embaumait. J'ai accroché quelques ballons à la fenêtre et posé un vase de roses blanches au centre de la table. Rarement la maison était aussi joyeuse. J'ai enfilé la vieille robe bleue que Robert avait trouvée jolie, et je me suis sentie rajeunie de quelques années. Emma a dévalé les escaliers, ses couettes blondes rebondissant, en tapant des mains et en chantant. « C'est mon anniversaire, mamie. Tu t'en es souvenue. » Je l'ai serrée dans mes bras. « Bien sûr, ma chérie. J'ai une surprise pour toi. »
Je n'avais pas fini ma phrase que Rachel est entrée, vêtue d'un pyjama froissé et les cheveux relevés en chignon. Elle a regardé autour d'elle, fronçant les sourcils devant les ballons et les fraises. Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? On n'avait pas besoin d'en faire tout un plat. C'est juste le petit déjeuner d'Emma. Ça n'a pas coûté cher, ai-je répondu doucement. Elle a ouvert le réfrigérateur, s'est versé un verre de jus d'orange, puis s'est retournée vers moi d'une voix douce. Tu sais, Kevin et moi avons décidé cette année de lui apprendre à économiser. Pas de cadeaux coûteux. On veut qu'elle comprenne la valeur de l'argent. J'ai regardé Emma et j'ai vu son sourire s'effacer. J'ai essayé de rester calme. Ne t'inquiète pas, je n'ai acheté qu'un petit cadeau, rien de cher. Rachel a haussé un sourcil. Petit, hein? J'ai souri. Tu verras ce soir. Elle est restée silencieuse, mais son regard était méfiant. Je savais que Rachel n'aimait pas que je fasse quoi que ce soit qui puisse la faire paraître moins importante aux yeux des enfants. Avec elle, tout ce que je faisais avait une raison cachée. Cet après-midi, quand Kevin a ramené les enfants de l'école, j'ai sorti la clé du garage. Emma, viens avec mamie, ai-je appelé. Elle a accouru, les yeux brillants, tandis que je soulevais le tissu pour dévoiler le vélo turquoise brillant. Oh mon Dieu, il est magnifique, s'est exclamée Emma, presque à bout de souffle. Il est vraiment à moi, mamie. J'ai hoché la tête. Joyeux anniversaire, mon petit ange. Elle m'a serré dans ses bras, riant et pleurant à la fois. Mon cœur fondait de bonheur, mais ce moment n'a duré que quelques secondes. La voix de Rachel a retenti derrière nous, froide comme l'acier. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est approchée, examinant le vélo du regard, puis m'a fixé droit dans les yeux. Je te l'ai dit, maman, pas de cadeau cher. Je suis restée calme. Ce n'est qu'un vélo, Rachel. Elle en a rêvé toute l'année. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu enfreins nos règles d'éducation. Des règles? Ai-je répété avec un petit sourire. Je ne me souviens pas que l'amour ait des règles. Elle est intervenue, la voix basse et tranchante comme un couteau. Tu as fait ça juste pour montrer aux enfants que tu es meilleure que moi, n'est-ce pas? Rachel, ne sois pas ridicule, a dit Kevin d'une voix faible. Mais sa voix n'avait aucune force. Je l'ai regardée. Je l'ai fait parce que j'aime ma petite fille. C'est tout. Emma a saisi ma main, effrayée par la dispute de ses parents. Maman, s'il te plaît. Je vais nettoyer le vélo moi-même. Je ne demanderai plus de cadeaux. Elle a pleuré. Mais Rachel a simplement soupiré, puis s'est penchée à la hauteur d'Emma. Ma chérie, nous voulons juste que tu apprennes à apprécier les choses. Ce vélo n'est pas en bon état. Grand-mère le rendra, et ensuite tu comprendras pourquoi les adultes doivent économiser. Non. Emma a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant son petit cœur battre contre ma poitrine. Ça suffit, Rachel, dis-je d'une voix sèche. Si tu veux lui donner une leçon, utilise ton propre argent, pas sa joie. Elle se contenta de serrer les lèvres et de sortir son téléphone. Maman, ramène le vélo ou je le ferai. Je ne plaisante pas. Cet après-midi-là, je ramenais le vélo au magasin à pied. Chaque pas était lourd comme une pierre. Le vent soufflait dans les arbres, faisant flotter le ruban blanc et murmurer comme le rire d'Emma ce matin-là. Je jetai un dernier coup d'œil avant d'entrer et pris une profonde inspiration. Je voudrais rendre ce vélo, dis-je à la jeune vendeuse aux cheveux bouclés. Vous êtes sûre, madame? C'est notre dernier. Oui. La petite fille changea d'avis. En signant le reçu de remboursement, ma main tremblait tellement que l'encre bavait. Je le pliai et le mis dans mon portefeuille. Au moment où je partais, une légère pluie commença à tomber. Des gouttes froides me fouettèrent les joues, se mêlant au goût salé au coin de ma bouche. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Pas de gâteau, pas de bougies, juste la télévision allumée doucement dans le salon. J'ai posé sur la table de la cuisine le petit gâteau que j'avais déjà acheté, un simple gâteau au beurre à la vanille, et j'y ai déposé la carte que j'avais écrite. Joyeux anniversaire, Emma. Je t'aimerai toujours, mamie. Puis j'ai allumé une minuscule bougie et je l'ai regardée se consumer. La flamme vacillante se reflétait sur la photo de Robert accrochée au mur. Tu vois ça? Ai-je murmuré.
Notre petite fille n'a pas le droit d'avoir un vélo à cause d'une leçon sur l'épargne. Je n'ai plus mon mot à dire dans ma propre maison. Je me suis levée, j'ai enfilé mon manteau et je suis sortie. La nuit d'avril était plus froide que prévu. L'épicerie du coin, celle où j'achetais habituellement mon lait, projetait une faible lueur jaune. Je n'avais pas de plan précis, je savais juste que j'avais besoin d'air. Le magasin était presque vide. Le propriétaire, un Italien que je connaissais bien, a souri. Il fait froid ce soir, mademoiselle Dorothy. Vous voulez toujours un café? J'ai secoué la tête. Puis mon regard s'est arrêté sur le comptoir de la loterie, à côté de la caisse. Une petite pancarte annonçait « Jackpot demain soir, 85 millions de dollars ». J'esquissai un sourire fatigué. « Un ticket, s'il vous plaît ». Avec ces numéros, je lus lentement la suite familière, 10, 14, 21, 25, 30, 41, 47. Les anniversaires de Robert, de moi, de Kevin et des 2 enfants. Les numéros que je jouais depuis 20 ans. Une vieille habitude qui n'avait jamais vraiment compté. Je sortis un stylo et signai au dos. Dorothy Chambers. La vieille règle de Robert. Toujours signer et garder le reçu. Dorothy, on peut discuter autant qu'on veut, mais on ne peut pas falsifier une signature. Je souris au propriétaire et glissai le ticket et le reçu dans la poche de mon manteau. J'aurais bien besoin d'un peu de chance ce soir, répondit-il. J'espère que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Sur le chemin du retour, je regardais les fenêtres éclairées dans l'obscurité et me demandais combien de personnes à l'intérieur étaient aussi fatiguées que moi. Essayant encore de croire au bien, même blessées par leur propre famille. Je n'espérais pas la richesse. Je ne demandais qu'une chose, une issue. En rentrant, j'ai posé le billet et le reçu sur la table de la cuisine, bien en évidence, comme une prière silencieuse adressée à l'univers. Puis je suis montée au grenier et j'ai écouté la pluie tambouriner sur le toit. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, j'ai entendu Rachel crier en bas. Sa voix était aiguë, pleine d'excitation. « Kevin, réveille-toi. On a gagné. » J'ai entendu des pas précipités, puis un éclat de rire, des baisers rapides, une chaise qui grince. 85 millions. Oh mon Dieu, on a gagné 85 millions. Je me suis redressée, le cœur battant la chamade. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir quel billet il tenait. Je suis descendue les escaliers et j'ai découvert une scène à la fois familière et étrange. Rachel, les yeux embués de larmes de joie, serrait Kevin dans ses bras. Le billet était brandi. Le billet que j'avais acheté. Je n'arrive pas à y croire. Qui aurait cru qu'on l'avait juste pris sur la table et que nos vies allaient basculer? S'écria Rachel, débordante d'excitation. Peut-être que quelqu'un l'avait oublié, mais maintenant, il est à nous. Kevin rit en la serrant fort dans ses bras. Je restai immobile sur l'escalier. Ce qui avait commencé par un vélo rendu se transformait en une tempête que je n'aurais jamais imaginée. Je ne dis rien. Je regardais simplement les 2 personnes que j'avais soutenues pendant 7 ans danser dans ma cuisine comme si le destin leur avait offert une récompense. Je fermais les yeux et me répétais « Tais-toi, Dorothy. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. » Je voulais voir jusqu'où leur cupidité les mènerait et si, sur ce chemin, ils auraient assez de conscience pour réaliser que le billet ne leur avait jamais appartenu. 3 jours après leur victoire, le téléphone de ma chambre de location sonna tôt, à 7 heures du matin. Je n'eus pas le temps de décrocher qu'il sonna de nouveau, de façon urgente, comme si quelqu'un était pressé par le temps. Ici Grant Holloway, conseiller juridique de la loterie d'État de Caroline du Sud, dit une voix grave et calme. Je dois vérifier quelques détails concernant le billet de loterie enregistré au nom de Dorothy Chambers. Est-ce que ça vous convient? Je fis une pause, le cœur battant la chamade. Oui, c'est bien moi qui ai acheté ce billet. Des papiers bruissèrent de son côté. Nous avons vérifié la signature, le numéro de série et nos enregistrements. Le billet était enregistré au nom de Dorothy Chambers, ancienne adresse à Charleston. Exact. Exact. Alors félicitations. Vous avez gagné le gros lot. 85 millions de dollars. Je restai silencieuse quelques secondes. Non pas par surprise, mais parce qu'une étrange sensation m'envahit. Ni vraiment de la joie, ni vraiment du choc.
Plutôt comme lorsqu'un orage que l'on a vu de loin finit par éclater. Monsieur Holloway reprit d'un ton grave. Mais je dois vous prévenir. Des tiers ont contacté la commission, prétendant être la véritable propriétaire du billet. Une femme nommée Rachel Carter Chambers. Je fermai les yeux et souris. J'imagine qu'elle n'a pas oublié le nom composé. Pas du tout, dit-il, un peu surpris par mon calme. Elle prétend que le billet a été acheté avec des fonds communs et que vous, excusez-moi du peu de franchise, n'êtes plus en mesure de gérer des actifs. J'ai laissé échapper un petit rire, calme et régulier. Ils n'ont pas changé. Quand ils ne peuvent pas prendre quelque chose, ils essaient de convaincre les autres que je ne suis pas assez intelligente pour le garder. J'ai entendu le bruit d'un clavier de son côté. Pourriez-vous confirmer quelques points afin que nous puissions protéger vos droits? La signature au verso, votre numéro d'identification et la preuve de l'heure d'achat. J'ai ouvert mon portefeuille et sorti le reçu que j'avais plastifié. J'ai le reçu. Beignets Corner Store. Heure d'achat, 19h43, vendredi 12 avril. Le numéro de série correspond. J'ai aussi des copies de ma pièce d'identité et la caméra du magasin le confirmera. J'ai parlé clairement, sans la moindre hésitation. À l'autre bout du fil, la voix de Holloway s'est faite plus grave, impressionnée. Excellent. Cela suffit à confirmer que vous êtes la propriétaire légitime. Cependant, je dois vous prévenir, ces gens semblent prêts à vous causer des ennuis. Ils pourraient répandre des rumeurs selon lesquelles vous seriez désorienté, voire falsifier des dossiers médicaux. J'ai soupiré, mais je n'ai pas fléchi. Ne vous inquiétez pas, je suis habitué à leurs manœuvres. Dans ma vie, j'ai eu droit à bien des étiquettes. Faible, têtu, démodé. Une de plus ne changerait rien. Un silence s'installa, puis il dit lentement. Vous êtes la personne la plus calme à qui j'ai jamais annoncé avoir gagné 85 millions de dollars. J'esquissai un sourire. Car pour moi, le vrai prix n'est pas l'argent. C'est la vérité. Avant de raccrocher, il me rappela. Vous avez 10 jours pour réclamer votre dû. Si besoin, nous pouvons vous fournir des agents de sécurité ou des conseillers financiers indépendants. Je le remerciai, puis dis, je m'en occuperai, mais laissez-moi quelques jours. Je veux voir jusqu'où ils peuvent aller. Après l'appel, je restai longtemps immobile. La lumière du matin filtrait par la petite fenêtre et inondait le mur gris décrépit. J'avais l'impression d'être prise entre deux mondes. D'un côté, cette pièce miteuse qui sentait l'huile de friture. De l'autre, ces gens qui venaient de se déclarer millionnaires grâce à mon argent. Je sortis mon vieux carnet et griffonnai quelques lignes. Le lendemain du gain. Je suis toujours pauvre, mais plus riche que sur un point. J'ai encore de la dignité. J'ai fermé mon carnet et appelé Penelope Banks, ma voisine depuis 30 ans. Penelope est le genre de femme que tout le monde respecte. Sérieuse, juste, et elle n'aime pas les frimeurs. Dorothy, mon Dieu! Où es-tu? Tout le quartier parle de ton gain au loto. J'ai frappé plusieurs fois et je n'ai vu que ta belle-fille. Elle m'a dit que tu étais partie en vacances. J'ai ri. Ouais, je suis en vacances quelque part sans climatisation, sans personne, et avec une odeur de graisse dans les cheveux. C'est quoi ce délire? Peine, j'ai besoin d'un service. J'ai été brève. Surveille la maison pendant quelques jours. Note les dates, les plaques d'immatriculation, les voitures qui passent. Je veux voir à quelle vitesse ils dépensent leur argent. Pénélope est restée silencieuse quelques secondes, puis a demandé doucement. Qu'est-ce que tu vas faire, Dorothy? Je ne vais rien faire, dis-je d'un ton léger. Je veux juste que la vérité éclate au grand jour, au bon moment et au bon endroit. L'après-midi, je suis passé à la First Southern Bank et j'ai ouvert un petit coffre-fort. La jeune guichetière m'a demandé, « Madame, qu'allez-vous y ranger ?» Mon avenir, ai-je répondu en y glissant le reçu original, une photocopie du billet et des copies de ma carte d'identité. J'ai conservé des scans et quelques photos sur mon téléphone. J'ai appris que parfois, la justice doit être conservée dans plusieurs tiroirs. En quittant la banque, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Une femme d'un certain âge, aux cheveux argentés, vêtue d'un cardigan gris, et au regard étrangement déterminé. Robert me disait souvent, « Tu es douce, mais quand on te pousse à bout, tu deviens glaciale. » Aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait raison.
Je suis rentrée à pied et me suis arrêtée à la terrasse d'un café. C'était un petit établissement où quelques personnes lisaient le journal. J'ai commandé un café noir bien chaud, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. Samedi, 10 heures. Ils me croient encore faible. Ils ignorent que le billet a déjà parlé pour moi. Je ne m'enfuis pas. Je me prépare. Chaque mensonge est un piège et il me suffit d'attendre qu'il se referme. Ce soir-là, quand les lumières de la ville se sont allumées, j'ai reçu le premier message de Kevin. Maman, on veut parler. Rachel est stressée. Ne crois pas ce que disent les journaux. Les journaux. J'ai ouvert mon téléphone et, bien sûr, un site local publiait. Un couple de Charleston gagne le jackpot. Une mère âgée offre le billet à son fils puis disparaît. J'ai éclaté de rire. Même leurs mensonges étaient maladroits, ai-je murmuré. Félicitations, Rachel. Tu viens d'admettre publiquement que j'ai acheté le billet. J'ai répondu à Kevin par SMS. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas porté disparu. Je fais juste la distinction entre les personnes sincères et les menteurs. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis allongée sur le lit. La pluie tambourinait contre la fenêtre. Je ne savais pas où ils étaient. Peut-être en train de visiter des villas, de commander une nouvelle voiture, ou d'organiser une fête de millionnaires. Mais je savais une chose, les règles avaient changé. Dès l'instant où la signature de Dorothy Chambers est apparue au dos du billet, ils pouvaient mentir, ils pouvaient menacer, mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. J'ai posé la main sur mon carnet et j'ai écrit une dernière ligne avant d'éteindre la lumière. Demain, quand ils achèteront d'autres voitures, d'autres robes, d'autres mensonges, je sourirai simplement. Parce que ce jeu n'est pas une question d'argent. C'est une question de caractère. Avant, je pensais que la cupidité ne se manifestait que lorsque les gens sont désespérés. Il s'avère qu'elle grandit encore plus lorsqu'ils obtiennent quelque chose qu'ils ne méritent pas. 3 jours seulement après sa victoire, Rachel s'est mise à jouer les stars. Elle a créé un nouveau compte sur les réseaux sociaux, intitulé « Lucky Chambers ». Lors de diffusion en direct Tapac s'engrave l'œil, elle portait une robe de soie ivoire, tenait un verre de vin et arborait un sourire angélique. La vie peut être très juste, a-t-elle déclaré à des milliers de spectateurs. Si vous faites le bien, l'univers vous récompensera. J'ai regardé cette vidéo sur mon vieux téléphone, dans ma chambre d'hôtel, partagée entre l'amusement et la tristesse. Parce que dans cette phrase sur l'univers qui récompense ceux qui font le bien, Rachel insinuait que j'étais tout le contraire. Une vieille parasite désorientée vivant au crochet de ses enfants. Lors de son direct, elle a raconté que ma belle-mère avait promis d'offrir le billet à la famille, et que nous avions refusé, mais qu'elle avait insisté. Chaque phrase était formulée avec gratitude, tout en semant le doute. J'ai lu les commentaires ci-dessous. Quelle chance d'avoir une belle-mère aussi généreuse. Elle doit vraiment aimer sa belle-fille. Et un commentaire qui m'a fait mal aux yeux. J'espère que la vieille dame ne va pas essayer de reprendre ce qu'elle a donné. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas vu le vrai visage de Rachel. Mais ils allaient le découvrir. Ce matin-là, Pénélope a appelé. Dorothy, tu ne vas pas le croire. Tout le quartier est en émoi devant chez toi. Des camions de déménagement, des livraisons de fleurs, et même un SUV flambant neuf garé juste devant. L'autocollant du concessionnaire est encore dessus. J'ai ri. Je te crois, Pen. Je connais même la couleur. Noir avec des reflets argentés. Un modèle sportif, pas vrai? Elle éclata de rire. Exactement. Tu es médium. Pas besoin de deviner, Pen. Avec Rachel, plus c'est gros, mieux c'est, tant qu'il y a quelqu'un qui regarde. À midi, Pénélope envoya des photos. Rachel posait devant la porte d'entrée, un bouquet de roses blanches à la main, à côté d'un panneau indiquant « Résidence Chambers ». Kevin esquissait un sourire forcé à côté d'elle, tandis que les 2 enfants, vêtus de tenues blanches assorties, ressemblaient plus à des mannequins qu'à des enfants. Des roses blanches. Robert disait toujours, rien n'est plus vide qu'une rose blanche. Belle, mais sans parfum. Je n'ai jamais entendu de phrase plus vraie. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna. C'était Rachel. Sa voix était douce comme du miel, rien à voir avec celle de quelqu'un qui m'avait mise à la porte. Mademoiselle Dorothy, je voudrais juste vous parler gentiment.
On est de la même famille, n'est-ce pas? Je restai silencieuse. À propos du billet, reprit-elle. Il y a probablement eu un petit malentendu. J'ai juste besoin que vous signiez une brève confirmation que ce n'est pas le vôtre. C'est juste pour aider la banque à traiter les choses plus rapidement. Je laissai échapper un petit rire. Rachel, quand as-tu vérifié le nom au dos du billet? La question de Dorothy peut paraître innocente, mais elle est plus puissante que n'importe quelle vengeance. Et si vous aviez déjà été incompris ou méprisé comme elle, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous réagi de la même manière? Partagez vos sentiments ci-dessous. Parfois, un simple commentaire sincère suffit à donner du courage à quelqu'un qui traverse la même épreuve. Un silence de mort s'installa à l'autre bout du fil. Le silence s'étira si longtemps que j'entendis sa respiration s'accélérer. Puis elle changea de sujet. On dit sur Internet que votre situation est instable. J'ai juste peur que quelqu'un profite de vous. Je l'interrompis. Merci de votre sollicitude, mais la seule personne qui ait jamais profité de moi, c'est celle qui est à l'autre bout du fil. Je raccrochai et, en regardant par la fenêtre, je vis la pluie se mettre à tomber. Chaque goutte frappait la vitre embuée comme un signe annonciateur d'orage. Le lendemain soir, un courriel arriva de l'avocat. Mademoiselle Dorothy, nous venons de recevoir une lettre du cabinet d'avocats Carter Chambers Family Holdings. Il y est indiqué que vous n'avez pas la capacité financière et mentale de gérer des biens, et que la tutelle financière doit être transférée à votre fils, Kevin Chambers. Je n'étais pas surpris. Je savais que Rachel allait utiliser cet argument. Elle attaquait en utilisant l'image de mère désemparée qu'elle avait cultivée en public. Malgré tout, je lui ai demandé, « Qu'en penses-tu, Holloway ?» Il a laissé échapper un petit rire sec. « Je pense que c'est une mauvaise idée. Ils ne connaissent rien à la loi. Ta signature, le ticket de caisse original, les informations sur l'achat, tout est irréfutable. S'ils insistent, ils vont s'attirer des ennuis. » Alors qu'ils continuent, ai-je dit. Plus ils avancent, plus ils laissent de traces. Le lendemain, Pénélope a rappelé d'une voix presque inaudible. Dorothy, je les ai entendus se disputer tout l'après-midi. Kevin a crié. Arrêtez. C'est ma mère. Et Rachel a hurlé. Pas question. Si tu ne prends pas mon parti, tu perds tout. J'ai fermé les yeux. L'image de Kevin m'est apparue. Le petit garçon qui faisait du vélo dans le jardin. Celui qui avait promis, je te protégerai toujours, maman. Maintenant, il était pris entre sa mère et une femme, le cœur brisé. Je ne lui en voulais pas. J'étais juste triste. Parfois, l'amour peut rendre aveugle. J'ai allumé une petite bougie et l'ai posée près de la photo de Robert sur la table. La lumière a baigné son visage doux et serein, comme avant. Tu vois ça, Robert? Ai-je murmuré. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je ne baisse plus la tête. Je me tiendrai droite, même si je suis seule. Je suis restée longtemps assise à regarder la flamme vaciller. À chaque courant d'air qui passait par l'encadrement de la porte, la flamme bougeait sans s'éteindre. En elle, je me suis vue. Peut-être tremblante, mais toujours rayonnante. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une nouvelle page. Ils l'ont déjà dépensé, maman. Des acomptes pour 2 voitures, un versement pour une villa à Tide Island, un contrat pour des meubles, et même un voyage en Europe payé. Tout ça grâce à un compte en attente. Ils ont dit que l'argent arriverait bientôt. Assise sur la vieille chaise en plastique, j'ai écouté. Chaque mot me transperçait comme une lame. Alors, ai-je demandé doucement, vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas? Kevin est resté silencieux. Je pensais qu'il trouverait des excuses, mais il n'en a rien dit. Un simple soupir et un léger bruissement, comme s'il passait la main dans ses cheveux. J'ai fermé les yeux. Kevin, pendant 7 ans, qui a payé l'électricité, l'eau, l'assurance, la scolarité des enfants? Pas de réponse. J'ai répété plus lentement. Qui, Kevin? Après quelques secondes pesantes, il a dit doucement. C'est toi. C'est vrai, ai-je dit. Moi. Celle dont tu disais qu'elle vivait à tes crochets. Celle qui a été mise à la porte. Celle qu'on a étiquetée comme incapable. Et maintenant, tu appelles pour demander si l'amende est à moi. La voix de Kevin tremblait. Je ne savais pas que Rachel ferait ça.
Elle a dit qu'elle pensait que tu ne la retirerais pas. J'ai laissé échapper un petit rire amer. Elle ne me comprend pas, Kevin. Je peux pardonner d'être pauvre. Je ne peux pas pardonner les mensonges. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit lentement, tu veux parler? Très bien. Viens où je suis. Aujourd'hui, à 14h. Kevin resta silencieux. J'entendis un moteur démarrer de son côté. Maman, j'arrive. Bien, dis-je. Mais dis la vérité. Pas de cadeau, pas d'excuses. Juste la vérité. Après l'appel, je jetai un coup d'œil à ma petite chambre. Pas luxueuse, pas rangée, mais le seul endroit qui m'appartenait encore. La table en bois écaillé, le vieux rideau beige, la chaise en plastique légèrement bancale où j'écrivais tous les soirs. J'essuyai la poussière de la chaise, redressai ses pieds, puis ouvris la fenêtre pour laisser entrer l'air du matin, mêlé d'huile de friture et de café du restaurant du rez-de-chaussée. Cette odeur m'agaçait autrefois, mais aujourd'hui, elle me donnait l'impression d'être vivante. Comme si j'avais retrouvé un vrai rythme de vie. Plus besoin de feindre la gentillesse pour faire plaisir à qui que ce soit. Avant l'heure du rendez-vous, le téléphone sonna de nouveau. C'était l'avocat Holloway. Mademoiselle Chambers, dit-il. J'ai obtenu un créneau pour la vérification d'identité et le retrait de votre prix. Demain à 15h au bureau principal. Veuillez arriver 15 minutes à l'avance. J'acquiesçai d'un signe de tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Merci, Grant. C'est presque fini. Voulez-vous que nous alertions la presse? Dans les affaires comme la vôtre, les médias sont très intéressés. J'ai répondu, pas encore. Je veux que quelques personnes connaissent la vérité avant que le monde entier ne la connaisse. Après l'appel, j'ai préparé une théière de tisane à la menthe poivrée. Son parfum frais a embaumé la pièce, se mêlant à la douce lumière de midi. Assise à table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une dernière ligne. Lundi, 6h45. Mon fils m'a demandé, « Tu as acheté le billet ?» J'ai répondu, « Oui. » Peut-être que ce matin, pour la première fois en 7 ans, il a entendu la vraie voix de sa mère. J'ai refermé le carnet et l'ai posé à côté de la tasse. Au mur, une vieille photo de famille était accrochée de travers. On y voyait Robert, Kevin, 5 ans, et moi, devant la première maison que nous avions achetée. La lumière du soleil éclairait nos visages, radieux et paisibles. J'ai touché le cadre décoloré. Robert, ai-je murmuré, si tu étais là, que ferais-tu? Lui pardonnerais-tu? Je me suis répondu en silence. Peut-être que oui. Moi, non. J'ai versé de l'eau dans la casserole et la vapeur a embué la vitre. Chaque goutte d'eau reflétait un souvenir. Le premier jour d'école de Kevin et le déjeuner que je lui avais préparé. Robert riant, disant que le garçon lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Puis les funérailles, la pluie battante et moi, seul, tandis que le cercueil était descendu dans la fosse. Ce jour-là, j'ai promis de protéger notre fils à tout prix. Mais il s'avère que parfois, protéger signifie le laisser affronter ses propres erreurs. Il n'était même pas 14h, mais j'étais prête. J'ai mis la table, préparé 2 tasses de thé et une petite assiette de biscuits. Rien d'extraordinaire, juste une habitude. Les personnes âgées comme moi ont tendance à créer une atmosphère confortable avant les conversations sérieuses. J'ai ouvert grand la fenêtre pour que la lumière éclaire la nappe et rende la pièce moins sombre. Dehors, la circulation s'intensifiait. J'entendais des enfants rire dans la rue et une dame âgée saluer les clients du café d'en face. La vie suivait son cours normal pendant que je me préparais pour la conversation la plus importante de ma vie. Non pas dans un tribunal, mais avec le fils que j'ai mis au monde. J'ai regardé l'horloge. 13h47, ce n'était pas encore l'heure, mais mon cœur battait la chamade. Non pas par peur, mais pour garder mon calme. Je voulais que Kevin voie clair. Sa mère n'est pas la femme faible et désorientée que Rachel m'avait décrite. Je voulais que chaque mot que je prononcerais porte le poids d'une vérité qu'ils avaient tenté d'enfouir. Une brise légère a soufflé, emportant le parfum de menthe jusqu'au porche. Je me suis assise, j'ai posé la main sur mon carnet et je me suis dit, si tu choisis la conscience, je te sauverai. Si tu choisis le silence, que la justice fasse le reste. J'ai légèrement tourné la tasse de thé et j'ai observé les petites ondulations à sa surface. Chaque anneau symbolisait cette année de pression, cette année d'effort,
7 années d'amour inconditionnel. À présent, chaque anneau se fondait dans le suivant, laissant la surface immobile. Comme mon cœur avant la tempête. Encore 1 heure et Kevin franchirait cette porte. Je me disais, cette fois, tu ne rencontreras pas seulement ta mère. Tu rencontreras la femme que toi et ta femme avez réveillée. La femme que tu n'aurais jamais dû sous-estimer. Je pris la première gorgée de thé. La chaleur me descendit dans la gorge. La lumière du soleil filtrait sur le vieux mur, laissant un doux halo de lumière comme une promesse. Dehors, une légère brise caressait le cadre de la fenêtre et le carillon tinta doucement. Je regardai la chaise vide en face de moi et dis à voix haute, « Mon fils, je t'attends. » On frappa à la porte à 14 heures pile. Ni trop tôt, ni trop tard. Je me levai, non pas nerveux, mais étrangement comme si j'allais présider une audience. La porte s'ouvrit. Kevin était là, pâle, les cheveux en bataille, les yeux cernés. Il jeta un coup d'œil à la pièce miteuse. Le plafond taché, le lit simple bancal, l'humidité dans le coin. Puis il se retourna vers moi d'une voix tendue. « Je suis désolé, maman. » Juste 4 mots. Mais je savais qu'il avait passé une longue nuit pour les prononcer. Je ne répondis pas, me contentant de désigner la chaise que j'avais essuyée le matin même. « Assieds-toi, Kevin. Cette chambre n'est pas jolie, mais au moins c'est la mienne. » Il baissa la tête, évitant mon regard. La faible lumière qui filtrait par la fenêtre projetait nos ombres sur le mur taché. 2 silhouettes proches et pourtant lointaines. 5 minutes plus tard à peine, Rachel arriva. Ses talons claquèrent sèchement sur le béton. Un parfum doux et piquant emplit la pièce, masquant l'odeur de friture qui persistait en bas. Elle entra d'un pas vif, scruta la pièce du regard et esquissa un sourire narquois. « Confortable, n'est-ce pas ?» Je posai calmement ma tasse. « C'est chaud parce qu'il n'y a pas de mensonge ici, Rachel. » Elle haussa les épaules, s'assit sur le bord du lit et sortit son téléphone comme si elle était à une réunion importante. Kevin la regarda tour à tour, mal à l'aise. Je décidai de ne pas prolonger la comédie. « Je serai brève, » dis-je. Ce matin, l'avocat de la loterie l'a confirmé. Le nom sur le billet est Dorothy Chambers. Le compte de paiement est ouvert. L'argent sera versé dans les 24 heures. Un silence pesant s'installa. Kevin déglutit. Après quelques secondes, Rachel laissa échapper un petit rire. « Alors, tu comptes tout garder ?» Je la regardai droit dans les yeux. « Je compte garder ce qui m'appartient. » Kevin leva la main. « Maman, je ne suis pas venu pour me disputer. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement, un accord familial, pour éviter le tribunal. » Je lui fis un léger sourire, empreint de la tristesse enfouie depuis cette année. « Un arrangement, Kevin. Ça fait 7 ans que je passe des accords. J'ai fait semblant de me taire quand on m'insultait. J'ai fait semblant de payer la facture d'électricité quand tu étais au chômage. J'ai fait semblant de garder les enfants toute la journée pendant que ta femme me traitait de parasite. Et l'accord final, te laisser jeter mes affaires par la fenêtre sans rien dire. » Kevin fixait ses genoux. Rachel restait assise, le visage impassible. Elle laissa échapper un petit rire forcé. « Tu te méprends. Je pense simplement que si nous coopérons, tout le monde y gagne. On pourrait acheter une grande maison. Tu pourrais vivre avec nous. Avoir ta propre suite, ta propre petite cuisine, ta propre salle de bain, tout le confort. » Je relevai la tête d'une voix glaciale. « Une suite privée dans votre propriété. » « C'est exact, » répondit Rachel rapidement, croyant que j'avais adouci mon ton. « Calme, aéré, privé, rien que pour toi. » Je la regardai, laissant mon regard s'attarder sur son sourire forcé. On dirait plus une niche au fond du jardin qu'une chambre de mère. Elle se figea, le visage blême. Kevin commença à parler, mais je levai la main. Avant de parler de coopération, j'ai besoin de réponses. Des réponses courtes. J'ouvris un tiroir et en sortis une feuille de papier plié. Le registre des dépenses que je tenais depuis 7 ans. Je le posai sur la table. « Première question, » dis-je en fixant Rachel du regard. « Qui a jeté mes affaires par la fenêtre ce matin ?» Elle leva les yeux au ciel. « Tu sais, je me suis un peu emportée. »« Alors tu l'admets, »
Les jeux interrompus. Deuxième question. Qui m'a traité de parasite? De bonne à rien? Elle esquissa un sourire amer. Que veux-tu? Des excuses? Je veux la vérité. Et si tu l'as oublié, Kevin était juste là. Il peut le confirmer. Kevin prit une inspiration d'une voix tremblante. Maman, oui. Rachel l'a dit. J'ai tout entendu. Rachel se tourna brusquement vers lui, les yeux flamboyants. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité, répondit Kevin. Et pour la première fois depuis des années, il y avait un peu de courage dans sa voix. La petite pièce semblait étouffante. Les poings de Rachel étaient crispés et blancs. Je poursuivis, d'une voix calme mais claire. Merci, Kevin. Tu as enfin dit ce que tu aurais dû dire il y a 7 ans. Je dépliai le papier et lus attentivement, ligne par ligne. Facture d'électricité, 118 $ par mois, pendant 7 ans. Eau, environ 42 $. Réparation du toit en 2018, 1400 $. Les frais de scolarité d'Emma et Noah s'élèvent à 18 600 $. Courses, médicaments, articles ménagers, la liste est interminable. J'ai plié la feuille et l'ai posée. Tout cela grâce à ma pension. Je ne dis pas ça pour me faire de l'argent. Je vous rappelle simplement que ces chiffres témoignent de ma générosité, et non d'une obligation point sans pouvoir esquiver. Rachel commença à s'énerver. Tu te prends pour une sainte? Tu donnes et maintenant tu comptes les points. Si tu ne signes pas le transfert, je te poursuis pour fraude. Kevin tressaillit. Rachel, arrête. Mais j'étais déjà debout, plus calme que je ne l'aurais cru. Je désignai la porte, encore entr'ouverte. Tu es libre de partir, Rachel. Pas de menaces, pas de théâtre. Le tribunal n'est pas loin. La vie te donnera la leçon. Elle se redressa brusquement, les yeux brûlants. Tu vas le regretter. Je l'interrompis. Non, c'est toi qui le regretteras. Quand tu comprendras que l'argent ne peut acheter une seconde de paix. Quand les enfants commenceront à demander pourquoi grand-mère n'est plus là. Quand ton mari cessera de baisser la tête. Alors tu sauras qui est vraiment pitoyable. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son visage passa du rouge au blanc. Puis, sans un mot, elle se retourna. Ses talons claquèrent sur le sol. Et la porte claqua comme un coup de marteau. Le silence retomba. Juste Kevin et moi. Il baissa la tête. Maman, je ne sais pas quoi dire. J'ai laissé les choses dégénérer. J'ai regardé mon fils. Son visage était amaigri, mais pour la première fois depuis des années, ses yeux brillaient d'une certaine sincérité. Souviens-toi, dis-je d'une voix basse mais douce. Chaque erreur a un prix. Le seul prix que je te demande, c'est la vérité. Il hocha la tête, les yeux humides. Peux-tu me pardonner? Je soupirai doucement. Pardonner, ce n'est pas oublier, Kevin. C'est se souvenir et choisir de ne pas se venger. Je me levai et posai une main sur son épaule. Maintenant, va t'occuper des enfants. Demain, je récupérerai l'argent. Après, on en reparlera si tu as toujours besoin d'une mère. Kevin me serra la main, puis partit. Quand la porte se referma, le silence retomba dans la pièce. Je restai assise à contempler les 2 tasses de thé. L'une encore chaude, l'autre froide. Je savais que la frontière entre nous était comme ces 2 tasses. Autrefois le même parfum, plus le même instant. J'allumai une autre bougie et écrivis dans mon carnet. Cet après-midi, la chambre louée s'était transformée en salle d'audience. Ni juge, ni jury, juste la conscience. Ce soir-là, Kevin est rentré. Rachel n'était pas là. Il était seul. Chemise froissée, yeux rouges de fatigue. J'étais toujours là. Devant la petite table en bois, avec 2 tasses de thé. Comme si le temps s'était arrêté depuis cet après-midi orageux. Il se tenait à la porte, hésitant sur la marche à suivre. Je lui ai fait signe de s'asseoir et lui ai dit doucement. Tu n'as plus besoin de t'expliquer, Kevin. Je comprends. Maintenant, je veux parler de l'avenir et des conditions nécessaires à son existence. Il a hoché la tête, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai versé du thé et lui ai tendu la tasse. Je vais t'aider, ai-je commencé. Mais pas pour toi. Pour Emma et Noah.
Il a levé les yeux, un mélange d'espoir et de honte dans le regard. J'ai parlé lentement, chaque mot bien distinctement. Tu as versé des acomptes pour des voitures, une maison, et des luxes futiles dont je n'ai jamais eu besoin. Je peux prendre en charge ces dépenses. Considère cela comme une façon de protéger les enfants du chaos financier engendré par leurs parents. Kevin commença à me remercier, mais je levai la main. Ne me remercie pas encore. J'ai dit que je t'aiderais, pas que je te pardonnerais. Toute aide est assortie de conditions, et tu dois le comprendre. Le pardon n'est pas un passe-droit. Je le regardai droit dans les yeux, la voix plus basse. Première condition. Tu mets fin à ce mariage toxique. Sans demi-mesure, sans tergiverser. Si tu laisses Rachel te tirer vers le bas, je te retirerai tout soutien. Je ne financerai personne qui choisit de vivre dans la misère. Kevin se figea. Je vis ses épaules trembler, mais il ne protesta pas. Deuxième condition, poursuivis-je. Tu présentes tes excuses publiquement, sur le perron, devant les voisins qui t'ont vu te laisser humilier par ta femme. Non pas pour me faire plaisir, mais pour que tu apprennes la responsabilité par les actes, pas par les larmes. Je fis une pause, pris une gorgée, puis lus la dernière partie. La plus difficile pour lui. Troisième condition. Tu suis une thérapie pour père célibataire. Non pas parce que je te trouve faible, mais parce que tu dois réapprendre à être un père. Emma et Noah méritent un bon exemple, pas un mari qui reste muet quand leur mère est insultée. L'atmosphère était pesante. Kevin resta silencieux pendant une minute entière. Puis il expira d'une voix faible, comme s'il craignait de réveiller quelqu'un. Et Rachel? Je regardai par la fenêtre. Les réverbères se reflétaient sur la vitre, projetant une lumière dorée et froide dans la pièce. Elle fera ce que font toujours les gens comme elle. Crier, accuser, menacer. Et je la laisserai faire. Mais si elle veut se battre, je suis prêt. Comme par magie, on frappa sèchement à la porte. Je n'avais pas besoin de deviner qui c'était. La porte s'ouvrit et Rachel entra. Toujours aussi belle, mais le regard voilé, les bras croisés. Elle laissa échapper un rire sec. Parfait. Maman et fils complotent encore. Kevin se leva. Rachel, je t'avais dit de rester à la maison. À la maison pour qu'elle te lave le cerveau? Elle se tourna vers moi avec un sourire méprisant et narquois. Que faites-vous? Vous lui apprenez la conscience? Ou est-ce du chantage affectif? Je suis resté calme, impassible face à ses agitations. Je pose les conditions du pardon, Rachel. Et toi, malheureusement, tu n'en fais pas partie. Ah bon? Elle haussa un sourcil d'une voix plus sèche. Tu crois pouvoir contrôler mon mari éternellement? J'obtiendrai la garde exclusive et la moitié des biens. J'ai des droits et je connais la loi. J'ai esquissé un sourire et répondu d'un ton égal, sans élever la voix. Alors, porte plainte, Rachel. Mais souviens-toi, n'utilise pas mon argent pour payer ton avocat. Un long silence s'installa. Dans ses yeux, j'ai aperçu une lueur de confusion. Peut-être était-ce la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui n'avait pas peur. Kevin se tourna, posa une main sur mon épaule et dit d'une voix rauque. « Maman, je te choisis, toi et les enfants. » Je ne l'ai pas serré dans mes bras et n'ai rien ajouté. J'ai simplement hoché la tête. Les paroles de Robert résonnaient dans ma tête. Un homme mûrit lorsqu'il en assume les conséquences. Kevin avait franchi cette limite et je le laisserai en assumer les conséquences. Rachel regarda son mari, les yeux rougis. « Tu vas le regretter. » Kevin ne répondit pas. Son silence était la réponse qu'elle refusait d'accepter. Elle claqua la porte. Le métal résonna contre le mur. « Je ne laisserai pas passer ça. Tu vas tout perdre. » Sa voix se brisa, partagée entre la haine et la peur. Je la regardai partir et dis à voix basse. « Non, Rachel. C'est toi qui perds. Parce que tu as jeté aux orties la seule chose que l'argent ne peut acheter, le respect. » Elle rétorqua sèchement. « On se reverra au tribunal. » Je n'ai pas peur. Je souris, légère comme une brise. Tant mieux. Parce que cette fois, le tribunal ne se contentera pas de demander qui a raison. Il demandera qui a oublié comment être humain. Rachel pivota sur ses talons. Ses talons au martelèrent les marches métalliques,
résonnant comme le compte à rebours d'une tempête judiciaire imminente. Je restai immobile, écoutant jusqu'à ce que le bruit s'estompe, ne laissant place qu'au silence. Kevin s'effondra sur la chaise, la tête entre les mains. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par tenir ta parole, dis-je. Demain, va t'excuser auprès de Pénélope et des voisins qui ont tout vu. Dis-leur tout. Sans excuse. Et désormais, tu paieras ton loyer, tes frais de scolarité, toutes tes factures. Je peux t'aider, mais je ne te financerai plus. Il hocha la tête. Dans ses yeux rougis, je vis une faible lueur. Non pas celle de quelqu'un pardonné, mais celle de quelqu'un qui commence à comprendre ce que signifie un nouveau départ. Je me levai et lui resservis du thé. Bois-le pour te souvenir du goût de la vérité. Amer au début, puis pur. Kevin prit une petite gorgée et hocha légèrement la tête. Je comprends, maman. Doucement, je répondis, non, Kevin. Tu apprends à comprendre. Lorsqu'il partit, la nuit de Charleston s'enfonça dans un épais brouillard. Je restai à la fenêtre et regardai ses phares disparaître au coin de la rue. Sur la table, mon carnet était ouvert à une page à moitié écrite. Je pris mon stylo et ajoutai. Ce soir, mon fils a choisi la justice plutôt que la facilité. Le pardon a ses conditions, car l'amour n'est pas une servitude. Le claquement des talons d'un menteur porte loin, mais à la fin, le silence l'emporte. Je posai le stylo et soufflai la bougie. Dans l'obscurité, seul le lampadaire encadrait la fenêtre et me renvoyait le visage. Fatigué, mais apaisé. Demain, la bataille juridique commencerait. Mais cette fois, je ne serai pas seul. Le lendemain après-midi, le soleil perça enfin les nuages à Charleston après des jours de grisaille. La lumière scintillait sur les feuilles mouillées par la pluie comme des guirlandes. J'enfilai un gilet beige et pris mon petit sac. À l'intérieur se trouvait le ticket de loterie plié, la copie du reçu et ma carte d'identité. Tout ce que j'avais préparé la veille. L'avocat Grant Holloway arriva à l'heure. Il ouvrit la portière de la voiture avec sa courtoisie habituelle. « Prête, Dorothy ?» J'ai souri. « Je suis prête depuis 7 ans, Grant. Aujourd'hui, je récupère simplement ce qui m'est dû. » Nous sommes arrivés au bureau de la loterie de Caroline du Sud à 15h15. Le siège social se dressait dans un élégant bâtiment de verre au reflet bleu ciel. En franchissant l'entrée, le léger clic de la porte automatique semblait banal. Mais pour moi, c'était le début d'une nouvelle ère. À l'intérieur, un employé nous a conduits à une salle de vérification. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un tailleur gris, est venue nous accueillir et s'est présentée comme la responsable des registres des gains spéciaux. « Êtes-vous la propriétaire du billet gagnant numéro 78 4539 ?» « Oui », ai-je répondu en sortant le billet de son emballage plastique et en le posant délicatement sur la table. Gants aux mains, elle l'a examiné sous une lumière spéciale, a vérifié la signature et le numéro de série, puis a visionné les images de vidéosurveillance de l'épicerie Benny's Corner Store, où j'avais acheté le billet pour l'anniversaire d'Emma. L'écran montrait une femme aux cheveux argentés, vêtue d'un manteau marron, signant le dos du billet. Pas besoin de zoomer. Je savais que c'était moi. Holloway me fit un signe de tête. L'employé confirma. La signature correspond parfaitement. Le billet est valide. Nous allons le sceller et traiter le versement aujourd'hui. Je poussai un soupir de soulagement. Après vérification, on me présenta les différentes options de versement. J'examinai la liste et dis clairement, je souhaite recevoir une première tranche maintenant, suffisante pour couvrir les besoins immédiats. Le reste sera placé dans une fiducie nommée la fiducie Robert et Dorothy Chambers. L'employé parut un peu surpris. Vous voulez créer une fiducie dès maintenant? Oui. J'ai perdu un mari honnête et j'ai consacré ma vie à notre famille. Cette fiducie me permet de préserver ce qu'il y a de plus pur dans cette vie. Holloway sourit. Je finaliserai les documents de la fiducie aujourd'hui. Ce sera une fiducie privée. Aucun nom public, aucun accès aux médias. J'acquiesçai. Exactement. J'en ai assez du bruit. Je veux la tranquillité, pas les projecteurs. Une fois tout terminé, Holloway déposa le dossier sur la table. Souhaitez-vous que je fournisse également la déclaration de mademoiselle Penelope Banks?
J'ai son compte rendu manuscrit détaillant comment Rachel et Kevin ont commencé à dépenser avant même que les fonds n'arrivent. J'ai esquissé un sourire. Oui. Pas seulement pour moi, mais pour la vérité. Je veux que cela prouve que la générosité n'est pas de la stupidité. Holloway a classé le dossier complet. Relevé, reçu, preuve vidéo et confirmation bancaire. La directrice a vérifié, signé et scellé le tout. Félicitations, mademoiselle Chambers, a-t-elle dit chaleureusement. Une dernière étape. Le premier virement sera effectué sous 48 heures. Le fonds sera activé des approbations. J'ai tenu le reçu et lu la ligne imprimée. Bénéficiaire, Dorothy Chambers. Une feuille, 12 lettres, mais une preuve d'honneur pour une femme autrefois traitée de parasite. Sur le chemin du retour, Holloway a demandé « Avez-vous prévu le premier versement ?» Je veux ouvrir un fonds d'études séparé pour les enfants, Emma et Noah. Parfait, a-t-il dit. Je peux vous aider à définir des conditions contraignantes. Je n'ai qu'une seule condition, ai-je répondu. Ils pourront y accéder à 18 ans sur présentation d'une preuve de scolarité. Personne, Kevin compris, ne pourra retirer d'argent avant la fin du mois. Aucun adulte ne touche à cet argent. Pas même moi. Holloway m'observa un instant, puis hocha la tête. Vous savez, Dorothy, rares sont les grands gagnants qui pensent aussi loin. La plupart ne pensent qu'à dépenser. Je souris. J'ai assez vécu pour savoir que l'argent n'a d'importance que s'il reste à sa place. Ce soir-là, je signai le bail d'une petite maison près de Seabrook Bay. C'était un endroit calme, avec une véranda donnant sur l'eau et un petit jardin. Je versai un acompte pour refaire la cuisine et demandai une treille de rosiers grimpants. Le genre de rosier que Robert cultivait autrefois dans l'ancienne maison. L'entrepreneur me demanda « Quelle couleur ?» « Un rouge velouté, à floraison estivale et au parfum puissant, répondis-je. Je veux ouvrir la porte chaque matin et me souvenir de lui, non pas avec des larmes, mais avec son parfum. Je payai, puis quittai l'agence de location. En longeant la baie, l'eau se teinta d'orange sous le soleil couchant. Un instant, je me vis. Une femme autrefois chassée de chez elle, marchant sur le chemin de sa propre liberté. La nuit tomba. Je retournai dans l'ancienne chambre pour finir mes valises. Mon téléphone vibra. Un courriel de Rachel. Objet, avis juridique et avertissement sanitaire. Je l'ai ouvert. Un long paragraphe et une pièce jointe. Un rapport médical falsifié à mon nom, prétendant que je souffrais de graves troubles de la mémoire et que j'étais incapable de gérer mes finances. Elle n'avait toujours pas compris que c'était fini. Je l'ai transféré à Holloway. Moins de 5 minutes plus tard, il a appelé. Dorothy, elle vient de commettre une grave erreur. C'est de la diffamation avec de faux documents. Je vais lui envoyer une mise en demeure. Si elle persiste, nous porterons plainte en vertu de l'article 16 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la réputation. À voix basse, j'ai dit, Grant, tu sais, les gens ne mentent que lorsqu'ils ont peur de la vérité. Il a ri. Tu as raison. Mais maintenant, la loi est de ton côté. Laisse-moi m'occuper du reste. J'ai hoché la tête et raccroché. Une brise marine, douce comme le sel, s'est glissée par la fenêtre entr'ouverte. Assise sur le lit, mes épaules se sont enfin détendues après des mois de tension. J'ai pensé à demain. Au jour où je gagnerai officiellement les 85 millions de dollars. Mais cela ne m'intéressait plus. Ce qui me réconfortait le plus, c'était de me prouver que je n'étais ni folle, ni faible, et que je n'avais besoin de personne pour définir ma valeur. J'ai regardé la photo de Robert sur la table. Ses yeux toujours aussi doux et profonds. Tu vois, mon amour, ai-je murmuré. J'ai réussi. J'ai signé de mon nom comme tu me l'avais dit. Je me suis allongée et j'ai laissé le vent nocturne jouer avec le rideau. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas d'objet brisé. Juste le bruit lointain des vagues et une paix comme de vieux bras autour de moi. Ce soir, j'ai cessé de fuir la peur, car elle s'est muée en preuve de détermination. Le mois de mai a apporté les vents humides de Charleston. Le matin, la ville était enveloppée d'un fin voile froid. Un matin comme celui-ci, j'ai reçu la convocation du tribunal. Rachel Carter Chambers avait officiellement porté plainte.
Elle demandait la garde et la désignation du tuteur légal des mineurs Emma et Noah. La plainte faisait près de 100 pages. Elle m'accusait d'avoir manipulé Kevin avec des gains au loto, de l'avoir influencé psychologiquement pour qu'il brise la famille, et d'être incapable de gérer un actif important, créant ainsi un risque d'abus financier. J'ai lu chaque ligne, partagée entre un rire et un soupir. Elle n'en démordait pas. Au lieu de s'incliner et de faire amende honorable, Rachel avait choisi la voie des perdants, inversé les rôles de victime et de coupable. Holloway a soulevé le dossier et haussé un sourcil. Elle a oublié qu'elle laisse des traces. Cette plainte ne se contentera pas d'échouer. Elle la démasquera complètement. J'ai acquiescé. Je n'ai pas besoin d'une victoire éclatante, Grant. Je veux juste que la vérité éclate. 2 semaines plus tard, la première audience s'est ouverte. La juge était Meredith Shaw, une femme d'une 50aine d'années, à l'œil perçant et à la voix posée. Quand je suis entrée, elle m'a regardé non pas avec pitié, mais avec le respect silencieux qu'on réserve à quelqu'un qui a trop souffert. Rachel était assise de l'autre côté de l'allée, vêtue d'une robe blanche immaculée, les cheveux impeccables, le maquillage soigné. Elle tenait la main de Kevin, mais son regard était baissé. Je savais que cette étreinte n'était plus de l'amour. C'était un carcan. Le juge Shaw a commencé par évaluer les conditions de vie. L'assistante sociale a rapporté que l'ancienne chambre louée par mademoiselle Chambers s'était décrite comme propre et sûre, bien que modeste. La nouvelle maison de Seabrook a été inspectée. Propre, confortable, adaptée à une personne âgée et avec de la place pour des enfants. La maison de monsieur Kevin Chambers est actuellement bien entretenue et un plan stable est prévu pour les 2 enfants. En revanche, le logement de mademoiselle Rachel Carter Chambers s'est grevé d'un prêt hypothécaire impayé et a fait l'objet de nombreuses plaintes pour tapage nocturne. Rachel a tenté de l'interrompre d'une voix aiguë. Je travaille seulement à domicile et il ne peut pas élever les enfants seuls. Le juge Shaw a levé la main. À vous la parole. Puis ce fut au tour des témoins. Penelope Banks a témoigné, un petit carnet usé à la main. Elle a raconté avoir entendu Rachel l'insulter, les nuits où elle avait discrètement ramassé les ordures, les factures qu'elle avait payées. Lorsque le juge lui a demandé pourquoi elle s'en souvenait si clairement, Penelope a répondu « Parce que j'ai vu une femme maintenir une famille unie par sa gentillesse et se faire mettre à la porte par les mêmes personnes. » 2 autres voisins ont ensuite pris la parole, suivis du gérant de l'épicerie du coin qui a confirmé que j'avais acheté le ticket, que je l'avais signé et que j'avais conservé le reçu. Enfin, Holloway a diffusé la vidéo de la caméra de surveillance du Porsche de Penelope. On y voyait Rachel jeter mes affaires par la fenêtre en criant « Va crever dans une maison de retraite ». Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. Rachel a baissé la tête. Kevin tremblait, les larmes coulant à flots. Le juge Shaw a frappé doucement du marteau d'une voix posée. Mademoiselle Carter Chambers, le tribunal a examiné cette affaire. Les violences verbales, le contrôle et la diffamation d'une personne âgée, même sans violence physique, constituent des violences psychologiques graves. Rachel a éclaté en sanglots. J'étais juste stressée. Le stress n'excuse pas l'humiliation, a déclaré fermement le juge. Quand ce fut le tour de Kevin, je n'ai pas regardé mon fils. Je l'ai simplement écouté. Il a exposé son projet de père célibataire, les emplois du temps scolaire d'Emma et de Noah, un budget détaillé, la preuve qu'il suivait une thérapie parentale. Le juge a demandé « Avez-vous les moyens financiers de subvenir aux besoins des 2 enfants ?» Kevin a répondu « Oui, votre honneur. J'ai repris un travail à temps plein. Ma mère a créé une épargne-études pour les enfants, mais elle ne s'immisce pas dans ma vie privée. » Cette phrase m'a un peu soulagée. Après toutes ces années, il savait enfin dire les choses honnêtement, sans détour. Quand ce fut mon tour, le juge a demandé « Mademoiselle Dorothy, avez-vous quelque chose à dire concernant la garde ?» Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit lentement « Je ne suis pas là pour gagner ou perdre. Je veux juste que mes 2 petits-enfants soient en sécurité et grandissent dans un foyer où ils n'ont pas peur. Quel que soit le camp qui puisse leur accorder cela, c'est celui que je soutiendrai. » Un silence pesant s'installa dans la salle d'audience. La juge hocha la tête, son regard s'adoucissant. Après 2 jours d'audience, le verdict tomba. Le tribunal accorda la garde principale à Kevin et accorda à Rachel un droit de visite supervisé.
Elle fut contrainte de suivre un programme de thérapie de 6 mois axé sur la gestion du comportement et la communication familiale. Quant à la plainte concernant le gain à la loterie, la juge la rejeta purement et simplement et réprimanda formellement Rachel pour diffamation délibérée et manipulation d'informations médicales. La juge Shaw lut les dernières lignes de la décision, ferme et claire. Le tribunal reconnaît mademoiselle Dorothy Chambers comme la propriétaire légale du billet gagnant et comme victime de diffamation. La vérité n'a pas besoin de défenseur. Elle a seulement besoin de temps. Et le temps a fait son œuvre. Rachel baissa la tête, agrippée à sa chaise, le visage blême. Kevin ne dit rien. Il serra simplement ma main. Cette étreinte que j'attendais depuis 7 ans. En sortant du tribunal, le vent de la baie de Seabrook soufflait fort, apportant l'embrun et une brume fraîche. Mes cheveux argentés flottaient au vent, mais je ne les ai pas plaqués. Pour la première fois de ma vie, je laissais le vent faire ce qu'il voulait. Un signe de liberté. Holloway marchait à mes côtés, souriant. Tu viens de gagner 2 procès d'un coup, Dorothy. On va en parler. J'ai souri. Ce n'est pas grave. J'ai demandé à rester anonyme. Je n'ai pas besoin que l'on sache que j'ai gagné. Je veux juste que les enfants sachent que la vérité a triomphé. Pénélope est arrivée en courant et m'a serré fort dans ses bras. Je te l'avais dit, la justice peut tarder, mais elle finit toujours par trouver son chemin. J'ai ri et j'ai regardé la baie. Merci, Pen. J'ai juste envie de rentrer et de planter des roses. La treille m'attend. Kevin s'est tenu près de moi et a dit doucement, « Maman, je veux déménager à Seabrook. Pas chez toi, mais tout près pour qu'Emma et Noah puissent venir te voir quand ils veulent. » J'ai hoché la tête sans rien ajouter. Une larme a coulé du coin de mon œil. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Ce soir-là, assise sur le perron de ma nouvelle maison, je contemplais l'eau qui scintillait au clair de lune. Les vagues clapotaient sur le rivage à un rythme régulier, comme les battements de mon cœur. Plus de colère, plus de ressentiment. J'ai ouvert mon carnet et écrit les dernières lignes de la journée la plus longue de ma vie. Aujourd'hui, le tribunal n'a pas seulement statué sur le cas de Rachel. Il a statué sur mes 7 années de silence. Le prix du mensonge, c'est la perte de confiance. La récompense de la détermination, c'est la paix. Une brise marine légère et salée caressait mes cheveux. J'ai levé les yeux et aperçu une étoile percer la grisaille. Doucement, comme à Robert, j'ai murmuré, « Tu vois ?» Finalement, justice a triomphé. J'ai emménagé dans la petite maison de Seabrook par une douce matinée de début juin. La mer était d'un bleu pâle, les vagues calmes, et la cuisine embaumait la cannelle sous la peinture fraîche. J'ai choisi des murs couleur crème et disposé des pots de lavande près de la fenêtre pour pouvoir chaque matin siroter un thé en regardant les vagues argentées se briser sur les rochers. La maison était petite, mais suffisante pour une personne. Un salon lumineux, une cuisine chaleureuse, une chambre donnant sur la baie. J'ai réaccroché les vieilles photos. Le sourire bienveillant de Robert, le petit Kevin avec son cerf-volant, Emma et Noah sur mes genoux quand ils étaient tout petits. Chaque photo était comme une couture qui rassemblait les morceaux déchirés de souvenirs. Le premier jour, Kevin a appelé. « Maman, je peux amener les enfants ce week-end ?» J'ai souri. La porte est toujours ouverte, mais n'oublie pas la recette de la chaudrée de papa. Samedi après-midi, alors que la lumière dorée inondait la baie, Kevin est arrivé en voiture. Emma et Noah ont bondi hors de la voiture. Leurs rires ont résonné dans le jardin. Je ne sais pas depuis combien de temps je souriais. Juste qu'un sentiment de plénitude m'envahissait. La famille, sans la lourdeur. Kevin a retroussé ses manches dans la cuisine. Je l'ai regardé couper maladroitement des oignons et goûter la soupe. Et j'ai pensé à Robert, si patient, apprenant à son fils chaque étape point. « Maman, je ne me souviens plus des quantités exactes de lait et de crème, » dit Kevin, la sueur perlant sur son front. « Robert ne mesurait jamais, » répondis-je. Il cuisinait à l'instinct et avec amour. Nous avons préparé la première chaudrée dans la nouvelle cuisine. Tandis que les effluves de maïs, de crème et de poivre embaumaient la maison, je compris que certains parfums ne meurent jamais. Ils sommeillent jusqu'à ce que notre cœur soit prêt à les réveiller. Après le dîner, j'emmenai Emma dehors. Elle portait une robe bleu pâle et ses joues étaient roses à cause de la glace.
J'ouvris une petite boîte et en sortis le vélo turquoise. Le rêve inachevé il y a des années. Emma poussa un cri de joie. Mamie, vraiment? C'est pour moi? J'acquiesçai, les yeux brillants de larmes. Oui, pour toi. Mais à une condition. Tu dois tenir une promesse. Quelle promesse? Ne jamais laisser personne te faire croire que tu ne mérites pas de bonnes choses. Elle me serra dans ses bras, puis enfourcha le vélo et fit le tour du jardin à vélo. Son rire résonna tout l'après-midi comme une cloche, chassant toute l'amertume passée. Pendant ce temps, Noah était assis dans le salon, occupé à construire soigneusement des Legos sur la table en bois que Robert avait jadis poncé à la main. Chaque fois qu'il terminait un modèle, il courait me le montrer. Regarde, mamie, j'ai réussi à reproduire le modèle. Je lui ai caressé la tête et j'ai pensé, Robert, tu vois? Les enfants ont encore tes mains habiles. Quelques semaines plus tard, Kevin a créé un groupe de soutien pour pères célibataires. Je ne l'ai pas forcé, je l'ai simplement encouragé. Presque tous les soirs, il me confiait. Ils m'apprennent à poser des limites, à dire non sans culpabiliser et à dire oui quand il s'agit de responsabilité. J'ai souri. Tu apprends ce que ton père lui a enseigné toute sa vie. Être un homme bien ne nécessite pas de crier. Il suffit de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Kevin a changé lentement. La tension a disparu de son visage. Quand il venait chercher les enfants, il disait « Ne laissez pas mamie porter des choses lourdes. Rangez après le dîner. » Je ne me suis plus immiscée dans sa vie privée. J'aimais mon fils, mais j'avais appris à aimer avec des limites. J'ai aussi fixé des limites financières claires. J'ai dit clairement, toute aide de ma part frais de scolarité, soutien psychologique, garde d'enfants nécessite des reçus, un objectif précis et un engagement ferme. Je ne me servirai plus de mon argent pour masquer les erreurs. Kevin a compris. Il a hoché la tête sans arrogance. Enfin, il avait mûri. À l'automne, j'ai lancé un petit projet, des mains pour la maison, un programme aidant les personnes âgées exploitées ou abandonnées par leur famille à trouver un logement temporaire. L'idée m'est venue un soir, après avoir lu la lettre d'une femme d'un autre État dont le fils avait touché sa pension. J'ai invité Pénélope à se joindre à nous. Elle était tellement enthousiaste qu'elle est arrivée le lendemain matin avec une boîte de peinture et des pinceaux. Par où commencer, Dorothy? Nous avons repeint une vieille table de salle à manger qu'elle nous avait donnée. La nouvelle couche masquait les rayures, lui donnant un aspect usé mais chaleureux. Cette table sera le premier endroit où chacun pourra s'asseoir et manger sans se sentir insulté, ai-je dit. Elle a ri. On dirait la nôtre, en un peu plus grande. Une fois la peinture sèche, nous l'avons placée au centre du salon et avons disposé un bouquet de roses rouges veloutées. Les préférés de Robert. Cette table devint plus tard notre lieu de rassemblement du week-end, où j'entendais mes petits-enfants rire, Kevin partageait ses astuces de cuisine et Pénélope bavarder des voisins. Un soir, alors que la maison était calme, je m'assis pour écrire. Devant moi, une page blanche. À côté de moi, le vieux stylo plume que Robert avait utilisé pour son premier contrat. J'écrivis une lettre à moi-même. Dorothy, pardonner ne signifie pas effacer. Cela signifie aller de l'avant sans se laisser entraver par le passé. Les gens peuvent changer, mais tout le monde ne mérite pas de revenir. Ton fils apprend à être père. Tu réapprends à être toi-même. Je pliai la lettre et la glissai dans un tiroir. Adressée à la femme dans le miroir qui avait traversé la tempête sans céder. La nuit tomba et l'air marin balaya la véranda, apportant sel et roses. Je suis allée au jardin. J'ai cueilli une rose rouge et je l'ai apportée à l'intérieur. Sur l'étagère, la photo de Robert souriait toujours de la même manière. Je déposai la rose devant le cadre et murmurai. Je me suis fait passer en premier, Robert, comme tu me l'avais dit. Et j'ai tenu parole. Je restai assise en silence, à écouter les vagues. Chacune d'elles disait ce que j'avais besoin d'entendre. Parfois, guérir, ce n'est pas revenir en arrière. C'est rester ensemble, en posant des limites claires. Je souris et soufflai la bougie. La lumière s'éteignit, ne laissant derrière elle que le parfum de cannelle et le murmure régulier de la mer. Ultime berceuse pour une femme qui avait trouvé la paix, non pas auprès des autres, mais en elle-même. Cet après-midi-là, une averse soudaine s'abattit sur le toit du porche, martelant mes souvenirs comme un tambour incessant.
Je préparais un thé à la menthe quand j'entendis un bruit au portail. En ouvrant la porte, je vis Rachel, un parapluie usé à la main, les yeux cernés par l'épuisement, le visage marqué par la fatigue et l'absence de confiance. « Que veux-tu, Rachel ?» demandai-je calmement. Elle hésita, puis dit doucement, presque dans un murmure, « J'ai besoin d'aide. » Je l'invitai à s'asseoir sur le porche, mais laissai la porte ouverte. Les limites ne sont pas qu'un loquet. C'est un choix. La pluie ruisselait du toit et striait le béton. Elle s'assit sur la chaise en bois que Pénélope avait peinte, les mains tremblantes sur ses genoux. « Mes créanciers me harcèlent, finit-elle par dire. J'ai perdu mon travail au cabinet. Je ne sais pas par où commencer. » Je la regardai. L'arrogance avait disparu. Juste une femme épuisée par ses propres choix. « Tu veux une solution miracle, n'est-ce pas ?» demandai-je. Rachel hocha la tête, les lèvres tremblantes. Je répondis lentement. « Il n'y a pas de raccourci, Rachel. Seulement la responsabilité et la réparation. » Elle baissa la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Je me suis trompée. J'ai tout perdu. Kevin, les enfants, même moi. » Je ne dis rien. Je lui versai simplement une tasse de thé chaud. La menthe embaumait le porche, masquant l'humidité. Je pris une petite enveloppe dans un tiroir. À l'intérieur, pas de facture, seulement une liste de centres pour l'emploi et de groupes de soutien pour les personnes ayant des comportements dominateurs. Je la lui ai tendue. Ce sont des contacts et des adresses. Ça vous aidera si vous voulez vraiment recommencer à zéro. Elle la prit et leva les yeux. Est-ce que je peux voir les enfants? Le tribunal a été clair, dis-je. Si vous terminez les séances de thérapie, vous pourrez avoir des visites supervisées. Kevin ne s'y opposera pas, et moi non plus. Elle hocha la tête, les yeux humides. Et une dernière chose, ajoutai-je d'une voix douce mais ferme. Je ne vous donnerai pas d'argent. Pas un sou. Mais si vous avez besoin d'un repas chaud ou d'un conseil sincère, cette véranda restera ouverte tant que vous y entrez avec sincérité. Un long silence s'installa. Puis Rachel murmura d'une voix étranglée. « Je suis désolée, Dorothy. » Je la regardai longuement. « Je comprends. Et je l'accepte à ma façon. » Elle partit quand la pluie se calma. Sa silhouette frêle s'estompa sur la route tachetée. Je savais que le cercle vicieux du ressentiment s'était rompu, du moins en ce qui me concernait. Ce soir-là, nous avons mangé une chaudrée de palourdes ensemble. Kevin nous a parlé de son groupe de soutien et a dit qu'il aidait un autre père célibataire à trouver du travail. J'ai souri. Tu apprends à donner sans te perdre. Emma mangeait en nous racontant comment elle était tombée de vélo, s'était écorché le genou, mais s'était relevée toute seule. Mamie, je n'ai pas pleuré. Je me suis souvenu de ce que tu as dit. Personne ne reste à terre s'il sait se relever. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Bravo, Emma. Noah était assis, les mains jointes, les yeux fermés. Je prie pour que maman aille mieux bientôt. Le silence s'est installé dans la pièce. J'ai entendu le vent s'engouffrer par la fenêtre et j'ai senti la cannelle qui s'échappait de la casserole. Après le dîner, je suis restée sur la véranda à regarder la baie de Seabrook s'enfoncer dans un coucher de soleil rouge sombre. Les ondulations scintillaient comme des éclats de verre. Magnifique, et un rappel que tout ce qui a été brisé peut briller à nouveau si la lumière vient de l'intérieur. J'ai pensé à Robert. S'il était là, il sourirait probablement et dirait « Tu vois, Dorothy ? Au final, nous sommes le fruit de nos choix. » J'avais choisi le respect de moi-même, la lucidité et l'amour, tout en posant des limites. Ce soir-là, j'ai écrit les dernières lignes de mon carnet. On ne peut pas commencer un nouveau chapitre en relisant indéfiniment le précédent. Aujourd'hui, j'ai fermé le livre, non pas pour y mettre un terme, mais pour recommencer. J'ai posé mon stylo et levé les yeux vers le plafond. La pluie avait cessé. Au loin, la lumière du porche de Kevin brillait encore d'une douce lueur. Pas vive, mais stable. Emma et Noah dormaient sûrement, et Rachel, quelque part, apprenait peut-être à nouveau à être une bonne mère. J'ai souri et allumé une petite bougie devant la photo de Robert. « Amour !» ai-je murmuré. J'ai surmonté la douleur et je suis revenue à moi-même. Merci d'avoir été à mes côtés jusqu'à cet instant.